Alors, bonjour tout le monde à cet enregistrement de podcast du Living Lab Charlevoix. En cette journée du 8 mars 2024, on reçoit un ami du Living Lab. C'est une personne qu'on a déjà reçue deux fois, donc sa troisième fois. Je pense il y a seulement Henry Mintzberg qui est venu trois fois Wow. ici. Et donc, tu fais partie de ce groupe. En tout cas, nous, on est très privilégiés de t'avoir trois fois, Mike. Euh, alors, Mike, on s'est connus dans le IMHL, donc le programme de McGill qui a inspiré un peu le Living Lab. Il était le professeur, entre autres, de Design Thinking. C'était un des professeurs les plus appréciés, populaires du cours. Il a changé la vie de beaucoup de personnes dans cette classe-là pour avoir parlé à ses 50 étudiants. Et donc, il nous a vraiment aidé à partir le Living Lab avec plusieurs, et d'ailleurs, cette propre cohorte-là nous a aidé à le designer, à supporter plusieurs étudiants dans leur innovation. Et donc, c'est toujours un grand plaisir d'inviter Mike. Mike est une personne qui a une formation en gestion, il a fait un MBA, aussi une formation en droit, avocat de formation. Il est présentement chef de direction ressources humaines à la maison Simons. Comme j'ai dit, il a enseigné à McGill, mais ailleurs aussi. Il est présentement en vacances avec sa famille, travail-vacances au Brésil, euh, où il est maintenant comme 2 heures avant nous. Donc, on s'est dit à peu près 80-90 minutes avec Mike Ross. On est ici aussi pour parler du lancement du livre de Mike, Intention, dont il va nous parler bientôt. Alors, par hasard, il y a la couverture de ton livre en arrière. Oui, voilà, l'intention, the surprising psychology of high performers. Oui, juste comme ça, c'est juste apparu. Alors, justement, tu as lancé ça. C'est un honneur d'être là. Peter Simon t'a interviewé. Donc, ton Oui, patron oui, oui, aussi, c'était Peter ouais. Simon, Oui, t'a interviewé pendant, tu sais, comme presque 1 heure et demie au Morris Center. C'était vraiment Morin Center à c'est ça. Québec. Oui, Salle comble, c'était vraiment un moment très important où on en a appris sur l'histoire de ce livre-là. Veux-tu qu'on commence comme ça, Mike? Veux-tu nous parler absolument. de ce livre-là? Alors, pourquoi tu as écrit un livre comme ça? Et c'est quoi ce livre-là exactement? C'est une bonne question. Je pense que la livre sert plusieurs. Mais ça dépend de. Comme je pense que toutes les choses qu'on écrit, toutes les choses qu'on produit, un podcast comme ça, n'importe quoi, il y a toujours cette question de l'émetteur puis le récepteur. Alors, moi, comme émetteur, ce que moi je voulais que le livre sorte, c'est pas nécessairement ce qu'il va avoir comme effet, mais je vais parler de ce qu'on a voulu en l'écrivant. Puis moi, je l'ai écrit avec deux collègues, deux amis, Dan Pilat puis Sekul Krastev. Et eux sont les fondateurs d'une entreprise de consultation qui est une entreprise de consultation qui focus sur la science des comportements, behavioral science, et la neuroscience qui vient avec. Alors, je suis certain qu'en regardant la groupe Auguste que nous avons avec nous, mais je suis certain que vous connaissez tout cet aspect des biais que nous avons dans la vie, les comportements que nous faisons, sans être conscient de tout ça. Mais eux, ils travaillent comme des consultants avec des grosses entreprises, mais surtout avec des grosses organisations comme the World Health Organization, puis des choses comme ça, pour aider à nudger, à encourager les bons comportements des personnes. Alors, eux, c'est l'éditeur qui est Wiley, les a contactés, puis a dit, hey, on aimerait ça que vous écrivez un livre sur ce que vous faites. Tu sais, c'est cette idée des comportements. Mais nous sommes des gros amis, puis on a commencé à parler de tout ça. Puis pour moi, c'était une opportunité pour nous aussi de parler un peu plus de qu'est-ce qu'on voit dans nos travaux, nos emplois, la vie que nous vivons. C'est ce moment de désengagement. Je ne sais pas si c'est le bon mot en français. Puis Rick, je vous demande de me corriger mon français si je fais des fautes. Je suis en train de penser un peu en portugais ces jours-là, alors que les trois langues, ça se mêle un peu dans ma tête. Mais tu sais, on vit dans un moment où, puis j'ai vu un sondage vraiment bien connu, un sondage de Gallup, qui disent qu'il y a quelque chose comme 65 à 70 de tous les employés dans le monde, dans toutes les organisations, grandes, petites, des choses comme ça, qui sont désengagés, qui ne sont pas motivés, qui ne sont pas engagés, qui ne sont pas présents dans le travail. Alors, nous, on a vu ça, puis moi, honnêtement, c'est un problème que je tiens à cœur.
comme je suis en charge des ressources humaines chez Simons, nous avons presque 5000 employés et je veux qu'eux, ils soient heureux. Je veux qu'ils soient motivés. Je veux qu'ils soient présents dans ce qu'ils font. Alors, on a commencé à parler avec l'éditeur, puis on s'est dit, est-ce que ce serait possible qu'on écrit un livre un peu plus sur cette question-là? Alors, le livre, il incorpore beaucoup de la science des comportementales, la behavioral science, là, mais aussi, il comporte un peu plus, un peu la philosophie d'engagement, la philosophie de comment vivre, non seulement comme gestionnaire, mais aussi comme individu, comme humain, comment vivre dans une vie où nous sommes plus engagés dans la vie. Alors ça, c'était une longue réponse à une courte question. Rick, je m'excuse. Mais c'est un peu ça. Alors, la genèse du livre, c'est que Wiley nous a appelé, a dit, est-ce que vous voulez écrire un livre? Qui est incroyable, tu sais, ça tombe du ciel, alors on prend l'opportunité. Mais ce qu'on a écrit, c'était beaucoup plus ce qu'on voulait écrire sur ce défi global maintenant de cette question de désengagement, de quiet quitting. Puis on entend tous les mots qu'on crée là-dessus, mais toutes les personnes qui sont un peu comme la vie est. Alors. Et Mike, c'est intéressant. Juste d'abord le titre. Oui. Dans le fond, c'est la psychologie des gens performants aussi. Les hauts performants. Oui, oui. La psychologie surprenante, mais la surprise, c'est juste qu'on voulait inclure cette idée qu'il y a du science qui est un peu nouveau là-dedans. Alors, oui. Mais c'est intéressant parce que ça, c'est quelque chose qui est super important pour moi, particulièrement, cette définition que nous avons dans le livre des hauts performants. Parce que je pense que souvent, on pense à des autres performants, ah, c'est lui qui est super riche ou c'est elle qui a un job super difficile ou c'est lui qui a gagné une médaille d'or dans les Olympiques ou quoi que ce soit. Euh, pour nous, notre définition de quelqu'un qui est haut performant, c'est quelqu'un qui arrive à faire des choses qui sont difficiles pour eux. Alors, c'est cette question d'une difficulté subjective. Parce que si moi, j'étais né avec beaucoup d'argent, puis j'ai encore beaucoup d'argent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais si moi, je suis quelqu'un qui a une anxiété vraiment incroyable, puis c'est tellement difficile de moi de juste sortir de la maison, puis ça demande vraiment comme une incroyable force de will, comment est-ce qu'on dit will? Force de volonté, de sortir de la maison. Mais ça, pour moi, ça vaut beaucoup plus. Alors, c'est cette question d'une performance qui est difficile subjectivement. Et l'idée du livre, c'est pas que tu vas lire le livre puis tu vas avoir un succès incroyable, l'argent, puis blablabla. Non, c'est pas le point. Le point, c'est pas un livre comme ça. C'est un livre qui est axé sur l'idée que de vivre notre vie, d'être présent dans notre vie, ça demande de l'intention. Ça demande que nous choisissons d'être présents dans la vie. Nous choisissons d'engager dans ce qu'on fait, puis nous choisissons de faire des choses qui sont difficiles pour nous. Même s'il y a quelque chose qui est facile pour d'autres, mais le fait qu'il est difficile pour moi, ça fait en sorte que ça demande un peu de force que je mette mon corps là-dedans. Et tu parles, en fait, avec l'entrevue avec Peter Simon, tu as raconté l'histoire d'un film, un personnage intéressant dans le film. Oui, Peux-tu raconter ça? J'ai trouvé que c'était excellent. ouais, absolument. So, je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui ont vu le film Free Guy. C'est un film avec Ryan Reynolds. Ça a paru il y a quelques années. Je pense qu'il y a au moins une, hein? C'est Marlène qui, je vois que vous lâchez la tête. Alors, j'espère que vous l'aimez. Je ne vais pas donner tout ce qui se passe dans le film, mais l'histoire de la film, et- c'est basé sur des jeux vidéo. Vous n'avez pas besoin d'être des adeptes de jeux vidéo pour comprendre la situation. Mais la situation, c'est que dans un jeu vidéo, il y a deux types de joueurs. Il y a des joueurs qui sont contrôlés par la personne qui joue le jeu. Ça s'appelle les caractères principaux. Puis aussi d'autres personnages dans le jeu qui sont comme des figurants qu'on voit dans les films. C'est des personnages qui sont juste là. Ils font leurs choses, mais ils font la même chose tout le temps, etc., etc. Alors, l'idée du film, c'est que Ryan Reynolds, l'acteur, il est un de ces caractères figurants. Un non-playable character, qu'on dit en anglais, un caractère non jouable. Et à un moment, il y a un moment d'illumination,
d'épiphanie où il voit qu'il peut faire des choix. Et par l'entremise de la film, il devient un caractère principal. Et c'est drôle parce que on a commencé ça, puis on a commencé de parler de ça. Puis Dan, puis c'est cool, il travaille avec des jeunes. Puis des jeunes ont dit que cette idée de caractère principal, ou main character, c'est un compliment qu'on donne à des gens des fois. C'est Rick, par exemple, Rick Fleet, lui est un main character. Puis c'est juste en le disant, on sait qu'est-ce qu'on dit. C'est quelqu'un qui est lui. C'est quelqu'un qui vit sa vie, qui fait des choix. Puis honnêtement, pour moi, ce film encapsule vraiment beaucoup de ce qu'on dit dans le livre. C'est cette question de choisir de participer dans ta vie. Et de pas juste faire les choses qu'on était décidé déjà, qui étaient codées, notre rôle de figurant, mais de vraiment devenir le caractère principal de nos propres vies. Et on est tous le caractère principal de nos propres vies, et c'est pas comme binaire, mais c'est plutôt un spectrum. Mais des fois, moi, vous tous, on fait le régulier, métro, boulot, dodo. On s'engage, puis c'est toujours la même chose. On commande le même café, on commande le même sandwich, puis etc., etc. Mais il y a des moments qu'on se dit, ouais, hey, hold on a minute. Moi, je vais être présent dans ce que je fais, puis je vais faire des choix dans ma vie. Alors, l'idée d'intention, vraiment, c'est basé sur ces choses-là. C'est plus compliqué que ça, puis on a 5 grands volets des outils qu'on va parler, des choses comme ça, puis on a des exercices, etc., etc. Mais l'idée base, le livre, c'est cette question de choisir d'être présent dans ta vie. Puis aussi, on a pris ça, puis on s'est dit, OK, mais comme gestionnaire, qu'est-ce que ça veut dire à moi? Comment est-ce que moi, je peux être un gestionnaire qui non seulement que moi, je suis présent, mais que j'aide mes employés, j'aide mes collègues à eux aussi d'être présents dans ce qu'ils font. Je les aide à être des caractères principaux aussi. Et comment est-ce que je fais ça? Puis pour moi, j'ai inclus un petit parti à la fin qui est comme parent, parce que moi, j'ai des petits-enfants, des jeunes enfants, pardon. Et qu'est-ce que moi, j'essaie de faire avec mes enfants pour faire en sorte qu'eux aussi, ils ont cette idée qu'ils ont des choix à faire. Je parle trop, hein, Rick? Non, on veut pas t'arrêter, Mike. Je m'excuse. Je veux continuer, continuer. Je suis aussi au Brésil, personne ne me parle. Alors là, j'ai la chance de parler avec du monde, alors je vais utiliser ça. Pratiquer mon français un peu. Hey, Mike, quel est le pourcentage dans la population? Je ne sais pas si vous avez étudié ça, vous avez certaines mesures de ça, de personnes qu'on pense, particulièrement les jeunes, même et les moins jeunes, qui justement coastent dans la vie, qui naviguent selon... Wow. C'est une bonne question. Encore pour moi, je ne sais pas quelque chose de binaire qui est comme, OK, là, il y a des personnes qui coastent, des personnes qui ne coastent pas. Je pense que nous tous, nous avons nos moments de coasting, puis nous avons nos moments d'engagement. Honnêtement, j'hésite à dire un pourcentage, mais je dirais que pour moi, si moi, j'essaie de penser des personnes que moi, je connais, qui sont les caractères principaux, je peux les nommer. Tu sais, c'est des personnes qui sont vraiment comme all there. Comme Peter Simons, par exemple. Peter Simons, c'est quelqu'un, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, mais lui, il est quelqu'un. Tu sais, il vit sa vie, il fait des choix, il dit des choses, il n'est pas hésitant, il est participant dans la vie. Tu sais, c'est comme, je dirais que la plupart de nous, puis je dis nous parce que je me mets là-dedans, c'est moi aussi, j'ai des choses à apprendre, des choses à améliorer, j'ai du chemin à faire pour devenir de plus comme ça. Mais la réalité, c'est que c'est difficile. Puis, honnêtement, je pense que ça devient de plus en plus difficile. Est-ce que c'est parce qu'on est attiré vers tu sais, tous les médias sociaux qui nous aspirent Mais ça, c'est drôle parce que moi, j'ai travaillé le livre avec 2 experts dans la science comportementale. Puis la science comportementale, il y a des bonnes, c'est comme un marteau, c'est comme n'importe quel outil. Ça peut être utilisé pour faire des bonnes choses, ça peut être utilisé pour faire des mauvaises choses. Puis moi, j'ai entendu une histoire l'autre jour puis je me souviens pas du nom, mais il y a une émission pour les petits-enfants, des jeunes enfants, 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça. Puis ce qu'ils font, c'est que ils font l'émission, ils font c'est l'animation, émission, c'est un show, right? Ils font de l'animation pour le show. Puis ils prennent des jeunes enfants, 4-5 ans, comme audience test. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils jouent le vidéo de choses de 30 minutes. Puis aussi, ils jouent quelque part à côté de eux la voix de leurs parents.
OK, qui parle, hey, blablabla. Si l'enfant, en regardant la vidéo, tourne puis regarde, je sais pas, la voix des parents, là, ils font une note, puis ils refont pour faire que ce moment-là, c'est plus intéressant. Pour que l'attention est fixée sur l'émission. Ils font encore et encore, juste pour que c'est tellement intéressant, c'est tellement attirant pour nous, pour nos cerveaux, comme, qui datent des milliers d'années. Puis, ils font ça par exprès pour que quand vous êtes dans l'émission, vous restez dans l'émission. Et ça se passe pour nous aussi. C'est toutes les choses de, je sais pas, Instagram, TikTok, Facebook, quoi que ce soit. Je commence à être vieux, alors je sais pas tous les noms de toutes les choses maintenant. Mais la réalité, c'est que toutes ces choses-là c'est pas un accident qui sont attirants. Ils sont conçus, puis il y a des scientifiques qui travaillent là-dessus, qui essaient de créer quelque chose qui non seulement qui attire votre attention, mais qui garde votre attention. Et le plus que vous engagez comme ça, le moins que vous avez la chance de vivre dans votre vie, le moins que vous avez la chance de vraiment participer dans votre vie parce que tout est fait pour vous. Tout est fait, toutes les décisions sont faites, tout ça. Puis le média, puis tu sais, c'est comme toutes les annonces, puis tout ça, c'est Facebook, puis tous ce qu'on dit, des echo chambers, des chambres d'écho, où nos opinions politiques sont données à nous par des partisans autour de nous, puis ils sont renforcés. Puis, anyway, je peux continuer, mais la réalité, c'est que c'est de plus en plus difficile pour nous d'être engagés proprement dans la vie. Oui. Et donc, tous ces systèmes-là font en sorte que, ben, ils sont à la recherche de notre temps, bon, de Oui. notre argent. Notre Donc, attention. il y a beaucoup de notre temps, notre attention, et ce qui fait en sorte que la vie passe vite. Oui. Et qu'à quelque part, tu sais, si on fait le lien avec la science du bonheur dans Living Lab, on parle de ça souvent, mais tu sais, ben, faut connaître, tu sais, les grands principes de la science du bonheur. Mais tu sais, en bout de ligne, si ta vie passe vite et tu es vraiment simplement en train de coaster, euh, est-ce que tu peux être heureux là-dedans, tu sais? Est-ce que tu peux être profondément heureux là-dedans? Donc, il y a quelque chose de très profond avec intention et c'est de dire, tu sais, ben, Oui. si je fais attention à comment je gère mon temps, comment je veux porter attention à quoi, c'est quoi ma mission dans la vie, Mhm. qu'est-ce qui peut contribuer finalement à mon bonheur? Et c'est intéressant, Mike, parce qu'il y a un autre aspect de ton livre, puis lors de ton entrevue, je pense que je t'ai posé la question là-dessus. C'est que nous, on connaît quand même, travaillant avec des étudiants en médecine, des résidents, Mhm. tu sais, on connaît des gens qui sont un peu comme à l'extrême de ça. OK? Mhm. Les jeunes étudiants qui arrivent du cégep en médecine, première classe, athlètes olympiques, OK, qui font tout. Puis s'il y a des personnes que tu demandes de faire un travail, il est fait tout de suite, c'est vraiment eux autres. Oui. D'accord, ils ont des capacités intellectuelles vraiment importantes, là. Puis ils sont aussi très gentils. Puis, mais on se rend compte maintenant qu'il y a un taux d'épuisement professionnel, de dépression, tu sais, qui frôle le 50% chez les médecins. Et Wow. lorsqu'on fait des conférences là-dessus, on se rend compte jusqu'à quel point tu sais, il y a très peu de connaissances profondes sur la santé bien-être, la gestion du stress. Et c'est comme si les gens coastent, mais sur une traque de performance. Et donc, c'est pas Oui. des gens qui coastent sur rien, mais ils sont vraiment dans un sens embarqué dans je suis obligé de faire mes gardes, je suis obligé d'aller à Oui. l'hôpital. J'ai même plus, je sais même plus c'est quoi ma vie. Je Oui. gagne de l'argent, je la dépense, j'achète des gogos, ça aboutit dans mon garage. Je me sens pas plus heureux à part temporairement parce que le Oui. système d'Amazon m'a attiré là-dedans. Fait que, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce qu'il y a comme ce danger-là aussi tu sais, mettons, psychologie de la performance. Mhm. Est-ce que justement le personnage de ton livre, tu sais, le gars tu sais, qui cause là, comme personne, pas de ton livre, mais du film, là, Oui. est-ce que c'est pas correct pour des gens comme ça de Mais, justement causer de temps en temps? mais regarde, eh bien, il faut que choisissons notre vocabulaire un peu plus clair parce que pour moi, l'idée d'intention puis l'idée d'être un main character ou un caractère principal au lieu d'être un caractère non jouable, c'est
c'est pas l'effort que vous mettez dans la vie. Il y a des personnes qui mettent un incroyable effort dans leur vie, mais c'est l'idée, pour moi, le centre dans tout ça, c'est choisir. Puis c'est de choisir. Puis c'est pas à moi de vous dire c'est quoi les choix à faire. T'sais, honnêtement, c'est pas un livre qui va vous dire hey, il faut manger ci puis pas manger ça ou quoi que ce soit. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est à vous de faire vos choix. Vous pouvez vivre exactement la vie que vous vivez. Et encore, c'est pas comme il y a une vie qui est mieux qu'une autre. C'est pas ça. Mais l'idée, c'est que souvent, ces personnes-là, puis moi, j'ai connu beaucoup quand j'étais consultant, je travaillais pour une grande entreprise de consultation, puis il y avait des gens comme incroyables. Puis je rencontre une histoire dans le livre. Je faisais une formation, parce que dans le temps, je donnais beaucoup de formations dans le cabinet, puis je faisais une formation, puis on était en Asie, puis je travaillais avec un consultant qui était japonais. Puis lui, il a dit, moi, j'étais la première de ma classe dans l'école secondaire. Puis j'étais comme la première de ma classe dans l'équivalent du cégep, un collège au Japon. Puis j'étais la première de ma classe dans l'université. Puis il y avait comme une grosse pause, puis il a dit, comment est-ce qu'on sait ce qu'on veut faire dans la vie? Et pour moi, ça, c'est quelqu'un qui est super performant. Tu sais, il gagne tous les prix, les Gold Stars, puis tout ça. Mais il y a aucun, c'est pas lui. C'est, je sais pas, ses parents, c'est la société, ses amis, c'est une conception de ce qu'il doit faire, qu'il fait. Mais c'est pas un choix. C'est pas lui qui choisit de faire ça. Il juste, c'est pas, il coast, mais il coast d'une façon super forte. Mais encore, c'est pas lui qui participe dans sa vie. Et ça, pour moi, c'est super important d'avoir une distinction entre les deux choses. Moi, j'ai rien contre les personnes paresseuses. Regarde, moi, je suis au Brésil, je passe mon temps dans le soleil, je fais le moins possible. Mais il faut choisir d'être paresseux. Puis j'ai rien contre des personnes qui sont super travaillantes, qui veulent faire tout, blablabla. Parfait, mais il faut choisir de le faire. Puis ça ne veut pas dire nécessairement que si on choisit de travailler 90 heures par semaine, on ne va pas avoir un épuisement. Et certainement, tu sais, c'est comme il y a des limites, le corps, il y a une limite de ce qu'on peut faire. Mais il y a une énorme différence de faire ça dans un contexte que c'est moi qui veux la conséquence, qui moi qui veux, qui ai décidé de faire ça, puis un contexte où, mais je sais pas, c'était bon d'être médecin, j'étais bonne en maths, puis en chimie, puis finalement, j'ai vu que je peux faire de l'argent, puis comme tu as dit, Eric, j'ai une hypothèque énorme parce que j'ai une maison énorme, puis il faut payer mes 2 voitures, puis il faut payer tout ça. Alors, je cours, mais je me sens figé dans ma vie. Puis pour moi, ça, c'est une tragédie. Et spécialement des personnes qui ont toutes les habiletés, toutes les possibilités. Et tu vois, puis je peux continuer, Rick, je m'excuse, hein? Je ne te donne pas beaucoup de temps de parler. Mais OK, je vais continuer. Mais, et vous êtes, ceux d'entre vous qui sont dans le milieu des santé, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi. Mais j'ai rencontré une histoire quand on a fait le lancement du livre. J'ai lu dans The Guardian l'autre jour, il y avait un article sur 30 personnes qui ont reçu un diagnostic terminal, est-ce que ça c'est le mot? Ils qu'ils vont mourir. Et ils ont parlé, ils ont des interviews avec des personnes comme ça. Puis moi, quand je regarde quelque chose comme ça, je le regarde puis je dis, comment est-ce que je devrais vivre ma vie? Tu sais, on veut être inspiré par la vie des personnes qui ont dit, oh, là, tu as 2 mois, tu as 6 mois, tu as 2 ans, quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y en a qui ont voyagé, ils ont dit, OK, je quitte mon job, je passe mon temps avec ma fille. Mais il y a d'autres qui ont, je ne sais pas, ils ont finalement réalisé leur rêve d'écrire un livre ou quoi que ce soit. Et en lisant ça, en essayant de regarder, OK, c'est quoi la recette? C'est quoi la recette? Qu'est-ce que je devrais faire? Mais j'ai eu une flash, puis c'est toi parce que j'ai écrit un livre là-dessus, alors tu penses que j'aurais eu ce flash avant, mais j'ai eu le flash que la chose qui s'est passée pour ces personnes-là, c'était pas qu'ils ont réalisé finalement quelque chose que moi, j'ai pas réalisé, qui est le secret de la vie, mais c'est qu'eux, ils ont commencé à choisir. Eux, ils ont dit, regarde, si moi j'ai juste 2 ans, j'arrête de faire des choses parce que quelqu'un m'a dit de le faire. Là, je vais faire ce que moi je veux faire. Et est-ce que ça, c'est aller à Vegas puis party? Oh, parfait. OK, cool. Ou est-ce que ça, c'est je vais voyager, je veux voir le Taj Mahal, je veux grimper Machu Picchu? Juste, hey, c'est à vous. Mais
pour moi, la chose qui était marquante dans toutes ces histoires, c'est cette question de choisir. Puis je vais dire ce mot, je vais arrêter parce que pour moi, c'est le mot, c'est tellement fondamental, c'est de choisir, d'être la personne qui fait des choix, au lieu d'être quelqu'un pour lequel ou lequel les choix sont faits. Et ça peut être aussi, ça peut être moi qui ai construit cette cage autour de moi. Tu sais, c'est pas juste, on peut pas juste blâmer nos parents. Arriver à l'âge de, je sais pas, moi je dis à mes enfants à 12, là, tu peux plus me blâmer pour rien parce que c'est toi qui as fait ça. Mais arriver à un âge, je sais pas, 25, 26, tu sais, majoritaire, quoi que ce soit, OK, là, c'est nous-mêmes qui a fait le cage dans lequel on vit. C'est nous-mêmes qui a construit cette hypothèque énorme. C'est nous-mêmes qui a acheté tous ces gogos. C'est nous-mêmes qui a fait ça. Mais c'est un choix. Puis on peut faire des différents choix. Puis le moment qu'on se sent qu'on est pigé, qu'on est menotté dans quelque chose, là, pour moi, c'est là où ça commence à être difficile. La vie commence à être difficile, puis on sent qu'on n'a pas de... On est huis clos. Tu sais, je pense que ça, c'est Jean-Paul Sartre qui a écrit la pièce de théâtre huis clos. Mais on est stuck. Puis on parle beaucoup là-dedans, dans le livre, de cette idée d'être stuck, d'être pigé, d'être... Je pense qu'on dit stuck en français, c'est... coincé. Super. Merci, Rick. Mike, écrire ce livre-là, t'as appris quoi? Qu'est-ce qui a changé? Si tu me donnes deux, trois affaires qui ont changé toi, que tu as appris en faisant toutes ces recherches, qui a changé la personne qui est Mike Ross, qui est une personne, tu sais, t'es vraiment une personne spontanée. Et c'est intéressant parce que ton parcours, tu sais, tu aurais pu rester chez McKinsey, grosse job, probablement, tu étais riche. Tu sais, mais vraiment, tu avais une entreprise avec beaucoup de succès. Je me rappelle quand tu m'as raconté que tu étais recruté pour Simons, tu me disais, tu sais, bon, je m'en vais à Québec. OK, tu s'en vas? Oui, je déménage à Québec. Qu'est-ce que tu vas faire à Québec? Il vient de Montréal. Bon, dans les ressources humaines. Là, il ne m'a pas dit, il était un peu secret dans tout ça. Il dit, ils m'ont engagé à faire les ressources humaines. Je n'ai jamais fait ça. Ils m'ont engagé pour d'autres choses, mais il dit, je ne sais pas ce que je vais faire, mais Ouais. vraiment, tu es quelqu'un tu sais, d'audacieux qui, j'ai l'impression que tu vis ta vie avec beaucoup de liberté, mais probablement avec beaucoup d'intention aussi. Euh, Qu'est-ce que tu as appris là-dedans et est-ce que ta vie a changé, tu penses? Euh, Est-ce qu'elle prend un autre tournant depuis que tu as écrit ce livre-là? Mm-hmm. Oui, OK. Ah, c'est une super question. Je pense que pour moi, le livre et le fait d'écrire le livre arrivait à le moment que moi, j'étais dans un moment de doute. Je pense que nous vivons tous des moments de doute. Euh, puis oui, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance dans ma vie de faire des choses super fun et intéressantes. Puis il y a beaucoup de privilèges que tu sais, j'ai étant qui je suis, puis avec l'éducation que j'ai eue, avec les parents que j'ai eus, avec toute la formation que j'ai eue. Et j'étais quelqu'un qui aimait ça changer. J'étais un peu plus nomade peut-être dans ma vie dans le passé. Alors, je voulais ça changer, voir d'autres choses, voir de nouveaux horizons. Euh, mais le livre, en écrivant le livre, j'ai lu beaucoup de philosophie et particulièrement la philosophie d'existentialisme. Et que pour moi, au moins pour moi, il y a beaucoup de réponses là-dedans pour moi. Tu sais, il y a beaucoup de choses là-dedans qui m'a touché. Et je pense que l'existentialisme, maintenant, c'est pas quelque chose qui est super connu, c'est pas quelque chose qu'on parle beaucoup dans les les facultés de philosophie, c'est pas quelque chose qui est super important, c'est pas vu, mais pour moi, ça m'a touché. Alors, ça m'a affecté beaucoup. Puis on peut parler un peu de mon interprétation de ça. Mais l'autre chose aussi, c'est que il y a une expression en anglais, je ne sais pas c'est qui l'a dit, mais c'est argue for your limitations and they're yours. Et c'est cette question, c'est si on débat pour nos propres limitations, on va les avoir. C'est-à-dire que si nous, on décide qu'on ne peut pas faire quelque chose, mais c'est clair qu'on ne peut pas le faire. Mais si on décide qu'on peut le faire,
il est possible qu'on ne peut pas le faire. Tu sais, c'est moi, je peux dire, hey, je peux sauter 10 pieds en l'air, mais ça ne va pas se faire. Tu sais, pas... Mais si je suis convaincu que je ne peux pas sauter 2 pieds, mais jamais je vais le faire, puis jamais je vais l'avoir. Puis ça, c'est quelque chose qui est connu. Tu sais, c'est normal. Je pense qu'il y a peut-être même une citation de Shakespeare qu'on peut utiliser qui est un peu la même. Mais la réalité, c'est que la science maintenant, ça avance, puis la science, le cerveau avance en sorte qu'il commence à voir que c'est super vrai. Puis je vais te donner un exemple, la willpower, la volonté. Je pense que ça, c'est une traduction un peu plus ou moins de willpower, mais la volonté. Jusqu'à il y a à peu près 5 ans, on avait l'idée que la volonté était quelque chose qui était épuisable. Ça veut dire qu'on avait une certaine quantité de volonté. Peut-être on commençait la journée avec 10 crédits de volonté. Puis, au cours de la journée, au cours d'un mois, au cours de la vie, on utilise ces crédits de volonté. Puis quand c'est arrivé à zéro, mais oublie ça, moi, je vais manger les gâteaux, puis les Cheetos, puis tout ça. Alors, j'ai aucune résistance. Mais ce que la science démontre maintenant, c'est que ce qui est super intéressant, c'est que si nous avons le concept que la volonté est limitée, ça va être. Mais si on fait les études, puis on regarde les personnes qui ont le concept que la volonté n'est pas limitée, ou que ça n'existe pas, la volonté, que c'est pas quelque chose qu'on croit. On peut faire n'importe quoi, mais encore, pas à une limite n'importe quoi. Je ne peux pas sauter à l'autre côté de la rue, mais je peux résister ces biscuits quand j'arrive à la maison à la fin d'une journée longue. Mais on est beaucoup plus propice à résister ces tentations. Alors encore, ça revient à cette question de ce qu'on croit devient notre réalité. Et si nous argumentons, si nous disons, hey, moi, je ne peux pas résister les biscuits quand j'arrive à la maison à la fin de la journée, mais surprise, ça va être incroyablement difficile de résister les biscuits à la fin de la journée. Mais si je crois vraiment que je peux, incroyable que je peux. Puis pour moi, être quelqu'un qui, j'essaie de faire des exercices, j'essaie de vivre sainement, j'essaie de résister à certaines tentations, le téléphone, puis des choses comme ça. Puis ça, je dirais que ça a changé ma vie. Est-ce que je résiste toujours? Est-ce que je vis parfaitement? Non, pas du tout. Mais ça a aidé beaucoup à reconceptualiser pour moi-même, qu'est-ce que j'essaie de faire dans ces moments-là? Mike, je ne sais pas si tu en es conscient, puis tu sais, j'allais te dire, tu sais, justement, tu sais, si ça a changé ta vie, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Tu es dans tu sais, une phase de cheminement probablement dans ta vie. Euh, Est-ce que, tu sais, tu es quand même quelqu'un, tu sais, tout le monde t'arrache, là. Les gens, ils veulent travailler avec toi. J'ai vu à ton lancement de livre beaucoup de personnes de Simon. Peter Simons a parlé de toi, il était très ému de toute ta contribution dans son départ. Ça fait pas tellement longtemps que tu es là. Non. Et donc, tu as réussi à toucher les personnes comme tu as touché les étudiants du IMHR, du Living Lab, etc. Et comment est-ce que... Et j'ai l'impression que c'est un élément clé pour toi dans la direction où tu vas aller, de continuer de toucher les personnes. J'ai l'impression que faire ça, c'est important de contribuer au bonheur des autres. Mhm. Oui, oui, je dirais que pour moi, la valeur clé dans ma vie, c'est la valeur de service. Ce que moi, j'ai découvert dans ma vie, c'est que mon propre bonheur, puis je ne dis pas ça pour d'autres personnes ou bien, mais mon propre bonheur vient d'être utile pour les autres. Et on a tous nos façons de faire ça. Puis moi, j'essaie d'être utile en écrivant un livre, en parlant, en partageant peut-être des fois des choses que je fais. Dans mon travail, comme chef de ressources humaines, encore, j'ai presque 5000 employés, collègues, collaborateurs, avec lesquels j'essaie de les aider à trouver une bonne vie. Et, et ça, c'est pas à dire que la bonne vie est d'arriver, de graver les échelons d'une entreprise ou quoi que ce soit, non, mais on peut être super heureux en faisant ce qu'on veut faire, mais de faire ça d'une façon consciente. Alors, je dirais que si j'ai l'opportunité d'avoir un impact,
c'est drôle parce que j'essaie d'éviter que l'ego rentre là-dedans. C'est comme, je veux pas nécessairement que ce soit, hey, c'est Mike Ross qui a fait ça. Non, c'est pas ça. Pour moi, le service, c'est pas nécessairement d'être célébré pour quelque chose, mais d'essayer d'aider. Et c'est drôle parce que ça fait quelques années que moi, j'ai dit, la chose que j'aime le plus, c'est d'aider les gens à réaliser leur potentiel. Puis, je sais pas si ça marche si bien en français, mais je vais essayer parce que en anglais, certainement, puis je pense en français aussi, le mot réaliser, il y a deux sens. Il y a la réalisation qui est un peu la découverte. C'est de, oh, c'est ça. Alors, la réalisation de notre potentiel, c'est de découvrir qui nous sommes, c'est de découvrir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, la réalisation, c'est aussi de faire, c'est de, de créer, de réaliser. Et c'est de faire, de vivre cette potentiel aussi. Et pour moi, ça c'est mon idéal d'une vie. Ce serait si j'ai eu la chance d'aider quelques individus à réaliser cette potentiel que nous avons tous. Puis encore, je vais être super clair, c'est pas que tout le monde va devenir riche et fameux ou gagner des prix ou quoi que ce soit. On peut être n'importe quel job, chauffeur de taxi, si on veut. Puis d'être le meilleur chauffeur de taxi qu'on veut être, puis de vivre là-dedans. Je donne un autre exemple. J'étais au Japon il y a quelques années, puis j'étais dans un restaurant de sushi, puis un restaurant de sushi assez haut de gamme. Puis je ne sais pas si vous avez déjà vu des films sur le sushi au Japon. Il y a une qui s'appelle Jiro Dreams of Sushi, Jiro rêve de la sushi. Incroyable, incroyable. Mais les chefs de sushi, c'est comme, c'est c'est une profession incroyable. C'est vraiment, c'est que des personnes qui sont dévouées là-dedans. C'est leur vie, puis ils travaillent super fort. Puis c'est vraiment d'être un sushi chef, là, c'est vraiment un rôle super prestigieux dans la société. Puis j'étais là, j'étais assis, tu sais, où est-ce qu'ils font le sushi, puis je regardais les chefs, là, là, là. Puis il y avait un vieux monsieur qui était le plongeur. Puis lui, c'est lui qui lavait la vaisselle, puis tout ça, etc., etc. Puis lui est sorti, puis moi, je parle tout petit peu japonais, mais pas assez pour comprendre qu'est-ce qu'il disait. Mais juste en regardant l'interaction entre les deux, j'ai vu que c'était une interaction des pairs. Tu sais, c'était pas une interaction de oh, moi j'ai toute cette je sais pas, élitisme ou quoi que ce soit, puis toi, c'est juste un plongeur. Et je pense que la raison, c'était qu'en voyant le vieux qui était le plongeur, on peut voir que lui, il avait une fierté dans ce qu'il faisait. Il participait dans sa vie. Et pour moi, ça, je sais pas, c'est cette idée de réaliser notre potentiel, c'est d'être pleinement dans notre vie. Sur ça, Mike, je veux juste qu'on fasse un petit lien Oui. euh, avec le titre aussi de ton entrevue aujourd'hui. Tu sais, je pense que c'était Vivre sa vie avec intention dans un esprit de design thinking. Alors, tu es comme un peu notre gourou de design thinking, on va dire, au sein du Living Lab, comme j'ai dit d'entrée de jeu. Comment est-ce que tu vis ta vie euh, dans le design thinking? Comment est-ce que tu peux expliquer ta vie? Mhm. euh, en décrivant les étapes de design thinking. Tu sais, à chaque jour, est-ce que ça fait partie de toi, même ton équipe, Mhm. chez Mhm. Siemens? Alors, raconte-nous ça parce que, tu sais, dans le fond, nous, on a par exemple une cohorte là, de maires, de préfets du granit qui veulent améliorer les soins de première ligne. Comment est-ce que, tu sais, sans entrer dans tous les détails des étapes nécessairement Mhm. de design thinking, mais tu sais, comment toi, tu vis ta vie en design thinking. Parce qu'il y a un livre, hein, Designing Your Life, c'est toi qui me l'avais Oui, oui, conseillé. oui. C'est super Excellent. bon. Oui, oui, oui. Dans le Oui. fond, c'est le design thinking appliqué à ta vie, tu sais. Oui. Euh, OK, bon, alors, tu sais, si tu veux vendre le concept de design thinking par rapport à la vie de quelqu'un, par rapport à ta vie, comment tu fais ça? Mais je pense que, regarde, le design thinking, pour moi, ça peut se réduire en deux grandes étapes. Il y en a cinq dans le classique design thinking, mais vraiment, il y a deux parties importantes là-dedans. Puis il y a une partie d'avoir des bonnes idées, puis une partie qui est de tester ces idées-là. Puis la façon dont on fait ça, c'est le design thinking. Et la façon dont on a les bonnes idées dans le design thinking, c'est premièrement de commencer avec l'humilité, de dire, moi, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que mes patients vont vouloir. Je sais pas pourquoi
il ne prend pas ses pilules malgré le fait qu'on a dit « Hey, il faut que tu prennes tes pilules parce que sinon, tu vas mourir. » Il ne prend même pas ses pilules. Puis je peux avoir des idées, oui, mais je ne sais pas. Alors, pour avoir des bonnes idées dans le design thinking, il faut aller voir, il faut investiguer, il faut avoir l'humilité de dire c'est l'utilisateur, c'est le consommateur, c'est le client, c'est le citoyen, c'est la personne qui va participer dans ce que j'essaie de faire, que lui ou elle a la réponse. C'est pas moi. Et dans le contexte d'une vie, je pense que la chose à faire, c'est de dire, parce que c'est souvent ce qu'on fait, c'est qu'on dit, OK, suive ta cœur. Mais la réalité, c'est que c'est pas facile à écouter ta cœur. Spécialement si tu arrives à un âge où ça fait 25, 30, 35 ans, où tu dis à ta cœur, hey, j'ai d'autres choses à faire. Hey, calme-toi, là, on est busy. Alors, c'est pas facile. Puis, ce processus de se connaître, c'est un processus qui nécessite un engagement particulier, qui nécessite un engagement, le même type de travail qu'on fait dans le design thinking avec un produit, un service qu'on essaie de créer pour un groupe de personnes. Mais pour toi-même, il faut que tu fais le même type de questionnement, ce questionnement de OK, mais je vais regarder comment est-ce que j'utilise mon temps. Tu sais, souvent, on fait avec les gens, on fait un time audit, qui est à dire que prenez une semaine, puis notez qu'est-ce que tu fais durant la semaine. Et ça, c'est intéressant parce que si tu as des problèmes de productivité, tu as trop de choses à faire, puis pas assez de temps, fais ça, tu vas apprendre des choses, tu vas dire, hey, je passe 10 heures chaque semaine en faisant ça. Si j'éliminais ça, j'allais. Anyway, ça, c'est une question de productivité. Mais la chose qui est intéressante dans Time Audit, c'est que, à la même temps que je note ce que je fais, je note peut-être un niveau de 1 à 10 de mon bonheur ou mon sentiment de satisfaction ou épanouissement ou quoi que ce soit. Mais l'idée, c'est que j'essaie de faire ça, puis je ne juge pas, je note, je juste, comment est-ce que je. Oh, OK, je suis 6 sur 10. 6, OK, parfait. Ah, hey, là, je suis 9. Hey, c'est beau. Oh, je suis quand même un 2 maintenant. Puis tu notes ça sans jugement. Fais ça pour une semaine. Puis là, tu vas voir à la fin de la semaine, ça va te donner des indices sur quelles sont les choses qui sont importantes pour toi. Et honnêtement, ça peut être surprenant des fois. Des choses qu'on découvre de nous-mêmes. Moi, j'ai eu cette réalisation à un moment. J'étais toujours à McKinsey, puis je faisais cet exercice. Puis j'ai trouvé que les moments où j'avais les interactions individuelles avec des personnes, c'est les interactions de dialogue avec des personnes, où j'essaie de les aider, wow, mon énergie, puis mon bonheur, puis tout ça, même si j'avais une journée super difficile avant, mais dans ce moment-là, ça sautait. Là, je me suis dit, wow, c'est intéressant. C'est comme j'ai appris ça de moi-même. Et si tu m'as demandé dans ce temps-là, hey, qu'est-ce qui te rend heureux? Je ne suis pas certain que j'aurais eu la bonne réponse parce que c'est difficile de se connaître. Alors, design thinking, deux grandes choses, les bonnes idées et l'itération. Comment avoir les bonnes idées? La façon de faire, c'est d'avoir l'humilité de dire je ne sais pas et d'investiguer, d'aller voir. Si vous dites, OK, pourquoi que mes citoyens dans ma ville font pas ce que je les demande à faire? Mais au lieu d'être assis dans notre bureau et dire, ben, ça doit être ça ou ça doit être ci, allez voir. Puis l'autre chose, c'est de demander la question. Et la question super importante là-dedans, c'est la question, puis on a déjà parlé de ça dans ces entretiens dans le passé, c'est cette question de pourquoi. Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi que vous faites ça comme ça? Et sans jugement, sans chercher à trouver la coupable ou quoi que ce soit, mais juste d'être ouverte à la possibilité. Pourquoi? Et si vous faites ça d'une façon super profonde avec toi-même, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Je te jure, c'est pas facile à faire. C'est quelque chose que souvent, c'est utile d'avoir quelqu'un qui t'aide, un thérapeute, un coach ou quoi que ce soit, qui va te demander ces questions-là, qui va t'aider à creuser, mais tu vas trouver des choses intéressantes aussi. Alors, idéation, comment est-ce que je fais ça? Humilité, je regarde puis je demande des questions. L'autre point, c'est l'itération. Il y a une femme qui est un professeur à Harvard, Hermina Ibarra, qui a écrit un livre que je pense que est super bon, qui s'appelle Working Identity. Puis la thèse de la livre, c'est que souvent, on essaie de s'asseoir puis se demander qu'est-ce que je devrais faire avec ma vie?
c'est quoi mon chose? Tu sais, on demande les étudiants à 16, 17 ans, je ne sais pas à quel moment ils sont acheminés dans leur vie, mais on essaie, OK, let's go, on fait une test ou quoi que ce soit. Et ce qu'elle dit là-dedans, puis c'est exactement design thinking, elle dit, tu peux pas savoir sans faire. Il faut faire des choses pour savoir qu'est-ce qu'on aime. Parce que ça peut être bien beau de regarder ça, puis je vais être médecin, je vais avoir beaucoup d'argent, je vais sauver des vies, des choses comme ça. Mais moi, j'ai vu l'entretien avec le médecin des urgences aux États-Unis, puis il a dit, c'est le job le plus plate au monde. Je dis, quoi est-ce que c'est possible? C'est urgent, c'est le médecin qui sauve la vie. Puis il dit, regarde, 80% de nos patients, c'est les mêmes personnes, avec les mêmes problèmes, qui rentrent, qui retournent, qui rentrent, qui retournent. Je ne sais pas si ça c'est vrai pour tous les urgences, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Qu'elle, peut-être quand elle était jeune, avait une conception de la vie d'une médecin d'urgence qui n'était pas réalisée. Et c'est cette question d'itération qui est super forte, qui est super bon. Dans le design thinking, avec les produits, les services qu'on fait pour, disons, nos citoyens, nos consommateurs, ce qu'on va faire, on va faire un prototype. On va faire quelque chose de plus basique, juste avec juste des idées ou peut-être quelque chose juste fabriqué comme avec n'importe quoi, juste pour voir qu'est-ce qui marche pas. Et, et c'est important ici. C'est pas une question binaire encore. C'est pas est-ce que ça va marcher. Non, 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 non. On a toujours l'humilité de dire, même si on a travaillé vraiment fort d'avoir une idée, on n'a pas nécessairement la bonne idée. Qui a la bonne idée, c'est le consommateur. Alors, ce que je vais faire, je vais présenter quelque chose à eux, puis je vais regarder comment ils réagissent à cette chose-là. Puis ça va me donner d'autres ingrédients pour avoir une meilleure idée. Et cette courbe d'itération continue et le produit devient plus en plus formalisé, de plus en plus compliqué, disons, mais ça devient plus en plus exactement ce que le consommateur, la personne veut. Design thinking, on applique ça à notre vie, ben c'est la même chose. C'est que moi, je vais essayer des petites choses, je vais essayer des différentes choses. Il faut que je paie attention là-dedans. Il faut que je vois comment est-ce que je me sens. Je suis heureux, je gagne beaucoup d'argent, ça c'est bon, mais j'aime pas cette partie-là. OK, est-ce qu'il y a une partie qui est, tu sais, j'aime pas la responsabilité de, j'ai un ami que lui, il a fait son PhD en sociologie parce qu'il voulait être prof d'université. Puis il a commencé à être prof d'université, puis il a regardé ça, puis il a vu que d'être prof d'université, c'est pas facile. Il aimait tellement donner des classes, il aimait tellement interagir avec les étudiants, mais il y avait tout un aspect politique d'autre côté qui était il faut publier, il faut faire des choses, puis si tu n'es pas en retard, blablabla. Puis ça, la pression de ça, il ne l'aimait pas du tout. Alors lui, finalement, est devenu prof de cégep. Pourquoi? Parce qu'en cégep, il y a tout le bonheur d'enseigner des gens, puis d'ouvrir les jeunes cerveaux, des nouvelles idées, puis tout ça, mais sans tout le reste. Et encore, c'est cette idée d'itérer sur les choses. On paie attention. Ah, c'est cet aspect que j'aime, c'est cet aspect que j'aime pas. Et peut-être on a des travails où personne n'a un travail où tout est parfait tout le temps. Non, pas du tout. Mais peut-être en faisant ça un peu, trouver notre chemin à quelque chose qui nous ressemble. Ouais, est-ce que tu pourrais partager un exemple que tu as fait à Simons, que tu as amené à Simons avec ton équipe de, tu sais, de prototypage? Donc, tu sais, fait que là, c'est quand même une grande organisation. Qu'est-ce Oui, que, un exemple concret pour, tu sais, illustrer? Toi, tu es dans les ressources humaines, donc, tu sais, oui, dans le fond, puis Peter avait le sentiment que c'était important, tu sais, créer un environnement de travail pour que les gens veulent oui. rester, etc. Alors, comment est-ce que même ce genre de choses, d'initiatives que tu as eues pourraient même se transférer au système de santé? Puisqu'il y a une pénurie grave de personnes, c'est une catastrophe extrêmement importante. Et donc, donne-moi un exemple de ce que tu as fait chez Simon par rapport au design Oui. thinking. Et parfaitement. Ce que je vais faire, je vais te donner des exemples de mon expérience, mais peut-être ça serait un bon moment pour nous d'ouvrir un peu la conversation à d'autres personnes qui sont sur l'appel, de dire qu'est-ce qu'eux, ils ont vu ou qu'est-ce qu'eux, ils voient comme possibilité d'utiliser ces types d'outils dans leur jour à jour. Euh, euh, alors, moi, je vais parler un peu plus pour vous donner une chance de réfléchir un peu, mais j'aimerais ça avoir vos opinions, vos perspectives sur les choses, ou peut-être les enjeux que vous avez rencontrés en essayant de faire ça. Euh, Regarde, pour nous, nous itérons presque tous les jours dans les choses qu'on fait. Nous itérons de différentes manières. Disons,
Chez Simons, pour ceux qui ont déjà allé, vous allez voir que les personnes qui travaillent là-bas sont toujours bien habillées. Tu sais, sont habillées. On a un code vestimentaire. Et la réalité, c'est qu'on a changé ce code vestimentaire. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais on l'a changé pour la première fois dans, je sais pas, beaucoup d'années. Euh, pour exemple, on a enlevé la nécessité d'avoir une cravate pour les jeunes hommes et d'avoir les bas collants pour les femmes. Anyway. Mais on a changé ce code vestimentaire récemment. Comment est-ce qu'on l'a fait? OK. Premièrement, on a fait exactement design thinking. On a allé, on a parlé, on a regardé, on a interagi avec les employés de dire qu'est-ce que vous aimez de la code vestimentaire, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Et aussi avec nos clients. Tu sais, parce que nos clients sont un peu les consommateurs de la code vestimentaire. Nos employés, oui, mais nos clients aussi. Qu'est-ce que vous aimez? Oh, j'aime le fait que tout le monde est bien habillé. Beaucoup de nos employés, ils aiment ça d'être comme, tu me présentes bien, je suis au travail. Tu sais, c'est comme, c'est pas juste, ah, je peux mettre mes sweatpants, puis, mais ils savent que quand ils vont sur le stage, là, ils savent qu'ils doivent être bien. Alors, on a fait ces entrevues, on a décidé, puis on a aussi investigué qu'est-ce qu'ils font les autres, nos compétiteurs. Pas nécessairement pour les suivre, souvent c'est pour nous différencier de eux, mais aussi on a décidé, par exemple, que dans le passé, notre code vestimentaire était genré. On avait un code vestimentaire homme, puis on avait un code vestimentaire femme. Puis là, on a fait les investigations, puis on s'est dit non, on veut plus ça. Tu sais, ça, c'est un peu l'ancien mode de pensée. Puis maintenant, comme on sait tous, il y a un spectrum de gens, il y a des opportunités des personnes de vivre leur vie d'une façon différente. Alors, on s'est dit, OK, on va changer ça. Alors, nous, on a écrit une ébauche, disons, de code vestimentaire. Puis on a partagé ça avec les gestionnaires, puis les directeurs dans les magasins, puis aussi avec quelques clients pour voir qu'est-ce qu'ils pensaient. Alors, prototype numéro un, c'était un papier avec des photos. Tu sais, ça nous a coûté 0. Puis on a appris beaucoup avec ce papier avec des photos. On a appris beaucoup parce qu'on a écouté les réactions des personnes. Ouh, les jupes sont tellement courtes, c'est pas confortable. Ou, ah oui, mais tu sais, je pense que ça serait beau, mais je pense que encore c'est un peu trop restrictif. On a commencé à dire, on a fait une itération sur le code vestimentaire. Puis deuxièmement, ce qu'on a fait, on est allé voir avec un petit parti de magasin. Puis on s'est dit, OK, vous, je pense que c'était une douzaine de personnes, quoi que ce soit, allez, habillez différemment. Puis on a regardé, puis on a eu, puis ils ont essayé les choses, des choses comme ça. On a élargi ça à un magasin. Qu'est-ce qu'on fait avec un magasin? Je pense qu'on a fait ça avec 3 magasins la même fois, parce qu'on a des magasins à l'ouest du Canada. Alors, on a pensé peut-être que ça va être différent là-bas. On a essayé ça ici, un ici à Québec, je pense qu'un autre à Montréal, si je me trompe pas. Puis on a pris les notes, puis on a fait, puis on a itéré, puis on a changé, puis on a appris. Tu sais, des personnes ont dit, mais ça marche pas, puis ça marche. Puis finalement, on est arrivé avec un code vestimentaire qui va toujours être en itération. Pour mes amis de Simons qui écoutent ça, pas chaque jour, mais c'est quelque chose qu'on prend toujours le feedback là-dessus, puis on prend toujours ça. Mais c'est un exemple de comment est-ce qu'on peut utiliser un processus d'itération pour élaborer une politique. Et peut-être des personnes vont dire, mais hey, tu ne cours pas un risque parce que si tu laisses un magasin faire ça, non, non, mais il faut être clair avec tout le monde. Ça, c'est un pilote, puis on essaye, puis ça va changer, puis c'est pas comme ça, puis on veut votre feedback, puis même si vous dites, hey, j'aime pas ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va le changer. C'est notre job, c'est aussi d'interpréter tous les différentes choses qui viennent, puis de faire les décisions là-dessus. Mais le fait d'être présent dans le marché, disons, avec nos consommateurs, que ce soit nos employés, les clients, ou quoi que ce soit, et d'être présent là-bas, de les écouter, ça nous a aidé beaucoup à arriver à quelque chose qui était bon, pas parfait, mais bon pour tout le monde. Excellent exemple, Mike. Bon, écoute, il y aurait tellement de questions par rapport à ça, mais c'est vraiment un excellent exemple. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir justement la discussion sur n'importe quoi par rapport au livre à Oui, Mike, sur le design thinking, absolument. sur n'importe quoi par rapport aux liens dans le domaine de la santé. Euh, je ne sais pas, Jenny va surveiller un peu qui lève sa main en premier, et puis on essaie de donner au moins une certaine priorité à ceux qui sont en stage avec nous, donc présentement. Donc, par exemple, je ne suis pas Monique, je ne vais pas vous mettre sur le spot, mais Monique, c'est la préfète du MRC du Granit, celle qui a réuni toute son équipe pour améliorer les soins de première ligne dans cette région-là.
Donc, ils font du design thinking un peu avec nous. Wow. Puis, c'est intéressant. C'est des gens, c'est une cohorte unique et que des gens importants, pressés, occupés, prennent le temps d'arrêter, de réfléchir outside the box pendant un bon moment. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça. Puis, c'est pas eux qui contrôlent le système de santé en plus. Fait que tu peux imaginer, Mhm. ils sont Mhm. pas. Alors, donc, c'est des gens D'influencer qui les autres. rivalisent de faire ça. Oui, Oui. c'est quelque chose. Alors, j'ai pas Monique, voulez-vous lancer le bal? Je ne sais pas trop quoi dire là-dessus. Nous, on est au début de notre processus, hein. Mhm. On a essayé beaucoup de choses dans le passé. Puis quand je dis on, c'est pas forcément moi. Parce que moi, je suis préfet depuis novembre 2021. Donc, c'est très récent. Et auparavant, il y avait d'autres personnes qui se sont essayées aussi. Notre problème, nous, c'est que nous avons une MRC extrêmement étendue. On a une Mhm. ville-centre avec un hôpital qui est vraiment très complet, un petit hôpital, mais qui a tous les services, y compris une urgence, un service obstétrique, enfin bon, qui est très complet. Et nous avons 19 municipalités en tout, très petites, en milieu rural. Mhm. Et la plupart sont éloignées de l'hôpital. Et avec la pénurie de main-d'œuvre, avec les différentes lois qui sont intervenues dans le domaine de la santé, eh bien, on a assisté à une centralisation des pouvoirs, non pas au niveau de notre hôpital, mais au niveau de notre région, Mhm. qui fait que notre hôpital a eu très, très peu de pouvoir, très peu d'autonomie. Il y a des décisions qui ont été prises et qui ont amené à des coupures de services. Puis, depuis quelque temps, malgré le fait que maintenant on a un coordonnateur qui fait partie de notre comité de pilotage d'ailleurs pour notre hôpital, ce qui est très très bien, eh bien, on a toujours un problème de personnel, on a toujours un problème de pénurie, puis d'organisation surtout sur le territoire, de l'accessibilité aux soins de santé. Mhm. Donc, on a entendu parler du Living Lab Charlevoix par une MRC voisine qui avait travaillé avec Richard. Ça nous a donné envie d'essayer parce qu'on s'est dit, bon, on a tout essayé dans le passé, les moyens conformes, enfin habituels, euh, Mhm. puis ça n'a pas marché. Donc, il faut qu'on pense autrement. Et on s'est dit, bon, ben, avec le design thinking, on va sûrement arriver à trouver une solution Mhm. innovante qui va nous déstabiliser peut-être, mais qui va peut-être mieux répondre aux besoins de notre population. Puis, Mhm. j'en ai parlé donc avec mes collègues maires, mairesses, et ben Martine en est une, hein, d'ailleurs, elle est avec nous Mhm. aujourd'hui. Puis, on s'est dit, ben, on va essayer de procéder avec Richard. Donc là, on en est à la définition de la problématique, hein, c'est-à-dire Mhm. que euh, c'est quoi notre problème en vérité? Moi, je dirais, Oui. quoi notre problème? Parce que c'est facile, comme vous le dites, de trouver des idées, puis surtout de trouver des solutions. Hein, ça, c'est Mhm. un petit peu notre biais inconscient, c'est-à-dire que nous, dans notre fonction d'élu, on est appelé à prendre beaucoup de décisions rapidement sur la base Mhm. de l'information qu'on a. Et là, avec le design thinking, on nous dit, non, il ne faut pas aller trop vite, il faut déjà bien s'assurer que le problème est bien le problème que vous avez identifié. Absolument. Et on en est là aujourd'hui. Puis ça nous fait beaucoup réfléchir. Et je remercie Richard pour ces interactions avec nous parce que c'est extrêmement déstabilisant. Enfin, moi, ça m'a complètement déstabilisée. Je ne suis pas très confortable là-dedans, mais je commence à comprendre un peu mieux le système et Mhm. je suis sûre qu'on va arriver à quelque chose. Mais c'est vrai que c'est déstabilisant. Absolument. Puis par rapport à ce que vous avez dit, Monsieur Ross, euh, quand vous avez parlé de choix, Mhm. ça m'a énormément parlé. Parce que Mhm. dans notre vie, effectivement, on fait des choix. Et si nous sommes une cohorte exceptionnelle, hein, comme le dit Richard, c'est parce qu'on a Absolument. tous fait des choix. On a décidé, en pleine conscience, de se lancer dans le vide, sans parachute. On s'est dit, on y va. On y va Mhm. parce qu'on n'a pas d'autre solution, puis on a envie de le faire.
Donc, on est tous différents dans la cohorte, hein, parce qu'il y a aussi bien Marlène, qui fait partie du milieu communautaire, on a le coordonnateur de l'hôpital en question, on a une organisatrice communautaire, on a des maires, on a des conseillers municipaux. On n'a jamais fait ça. Mais on le fait parce que c'est notre choix. Puis, on a beaucoup d'énergie parce que c'est nous qui avons choisi de nous engager là-dedans. Oui, ah oui, Voilà. c'est incroyable, hein, les différences. Oui, Super. c'est incroyable, la volonté aussi. Oui, Ce que vous avez oui, dit aussi, c'est exactement ça. Il n'y a pas de limite à la volonté. C'est oui, nous qui mettons les limites. oui. Donc, voilà, vous m'inspirez beaucoup. Mais merci. Et, je vais juste faire un peu le pouce sur le point que vous avez dit sur bien définir le problème. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est tellement important. Et ça me fait, je me souviens d'un projet que j'ai fait à un moment où on avait un client que, pendant le projet, il a dit, tu sais, notre problème ici, nous n'avons pas assez de salles de réunion pour faire ce qu'on veut faire. Mais c'est intéressant parce que juste en disant ça, je vois vos faces. Vous voyez, clairement, c'est pas le problème que vous n'avez pas assez de salles de réunion. Le problème, c'est que vous avez trop de réunions. Mais si on essaie de résoudre le problème de pas assez de salles de réunion, mais OK, on va louer une salle ou on va faire quelque chose, on va convertir des bureaux en salles de réunion. Mais ça ne répond pas au problème basique. Et la réalité, c'est que c'est un exemple débile, mais c'est un exemple concret d'une façon de penser que nous pensons que nous savons c'est quoi le problème, que nous allons avancer. Et certainement, quand nous engageons avec des citoyens, avec des consommateurs, quoi que ce soit, c'est super important de prendre le temps de dire, mais qu'est-ce qui est vraiment le problème ici? J'avais un autre client que eux, ça fait des années, mais c'était un client de télécom. Puis eux, ils ont introduit les ordinateurs dans les vannes des personnes qui faisaient les installations de télécom. Alors, ils mettaient les ordinateurs, c'était un iPad, une forme d'iPad. Puis, ils ont mis ça, puis la grande majorité des personnes qui faisaient leurs installations, ça faisait 20 ans, 30 ans qu'ils travaillaient avec eux. C'était vraiment une énorme seniorité, c'était incroyable. Puis, les iPads se cassaient, ils n'étaient pas bien utilisés, des choses comme ça. Alors, ils disent, OK, il faut que vous nous aidez à mieux mettre les iPads dans les camions pour que ça ne se casse pas ou que c'est facile à utiliser, des choses comme ça. Mais nous, on a dit, OK, look, oublie les iPads pour un moment. Puis on s'est assis avec les personnes, puis on est allé avec eux quand ils faisaient leurs installations, puis on était assis à côté de eux pour regarder qu'est-ce qu'ils faisaient, des choses comme ça. Et ce qu'on a découvert, c'est que beaucoup des personnes, ils ne savaient même pas comment utiliser l'iPad. À cause de ça, ils laissaient ça casser. Pour eux, et non seulement qu'ils ne savaient pas comment l'utiliser, mais le fait qu'ils ne savaient pas l'utiliser, ça causait une honte profonde pour eux. Tu sais, c'est difficile d'être. Moi, je commence avec mon téléphone, je demande à mes enfants, OK, peux-tu m'installer cette app-là, des choses comme ça. Tu sais, c'est un moment tu sais, c'est difficile d'admettre qu'on n'a pas une connaissance de quelque chose. Alors, c'était un moment révélatrice pour l'organisation parce qu'ils ont dit, regarde, c'est pas la protection de l'iPad dans le van ou quoi que ce soit. Non. Retournons et commençons avec une formation basique sur l'outil puis comment est-ce que ça marche. Puis encore, c'est sans être présent dans les choses, sans participer, sans demander les questions, on ne va pas savoir c'est quoi les problèmes à résoudre. Mais c'est certainement la première phase. Alors, merci beaucoup pour partager ça. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Absolument. Oui, ça me fait penser à l'exemple que nous vivons. La question de départ, le problème de départ, c'est qu'il y avait 4 médecins qui étaient présents dans le secteur. Ils sont tous partis à la retraite, ils n'ont jamais été remplacés. Donc, pendant des années, la demande des maires, du secteur, ça a été de dire, on n'a pas de médecins, on veut de nouveau des médecins sur place. Oui. Ils sont battus avec ça jusqu'à maintenant. En gros, c'est ça. Et quelle que soit la personne qui a pris le problème, on n'est jamais arrivé à avoir de nouveau des médecins sur place. Donc, le problème, ce n'est pas ça. C'est autre chose. Pourquoi est-ce que la population regrette les médecins d'avant? Puis,
Et c'est ça que moi, je veux creuser. C'est ça que je veux aller voir, c'est quoi derrière cette demande? Mhm. C'est quoi? On va peut-être déboucher sur quelque chose auquel on ne s'attend pas, un peu comme votre iPad. On va Oui, peut-être se rendre compte que ce n'est pas du tout le médecin qui est important, c'est autre chose. oui, oui. Qui Moi, sait? j'ai vraiment hâte à ce moment-là. Là, c'est super, super, vraiment intéressant. Merci beaucoup de partager ça. De rien. Merci, Monique, de lancer le bal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, vous aviez Voilà, je pense que c'est Marie-Josée Marie-Josée. Larreau, qui est une experte en design thinking également, Uh-oh, et uh-oh. en fait, Mike, Marie-Josée aussi enseigne dans la IMHL. Oh, Donc, OK. et, Excellent. et donc, vous n'êtes juste pas croisés, là, mais Oui, puis au IMBA aussi de HSC McGill. Ah, excellent. C'est Excellent. Mais j'avais envie de vous partager un exemple qui n'est pas tout à fait du design thinking, mais que j'ai fait avec le CIUS du CHUS de l'Estrie. Puis on était avec, c'est la réunion des 300-400 gestionnaires. Et puis, ils étaient dans une période où est-ce que, tu sais, tout avait changé, puis ils étaient un peu dans la fin de la pandémie, puis dans toutes comme les questions de qu'est-ce qu'on fait, comment on fait justement pour se mobiliser puis se motiver. Puis un exercice qu'on avait fait qui avait été vraiment inspirant pour les gens, c'était de faire, OK, tu sais, il y a notre concret en ce moment, notre réalité, mais et si on s'élevait puis on se projetait un peu dans 10 ans, comment est-ce qu'on aimerait ça? Ce serait quoi le Oui. contexte idéal de travail, comment est-ce qu'on aimerait interagir ensemble, qu'est-ce qu'on aimerait que notre quotidien soit, comment on aimerait que ça soit avec les patients. Puis on les a comme un peu amenés à créer ce futur du travail-là qui serait comme vraiment agréable, le Mhm. fun, mais sans les contraintes d'aujourd'hui parce qu'il y en a comme tellement, puis il y en a tellement qui des fois viennent pas des personnes sur lesquelles ils n'ont pas de contrôle. Donc là, ça devient difficile Mhm. de brainstormer sur qu'est-ce que je peux faire dans quelque chose où j'ai Oui, peu de oui. choses que je contrôle. Donc là, on les a amenés à se projeter. Puis après ça, on a commencé à identifier comment ils aimeraient que ça se passe. Puis après, Mhm. c'était de faire qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'on a identifié puis trouvé qui nous motiverait, qui nous mobiliserait, qui serait vraiment le fun pour nous dans notre quotidien. Mhm. Quel élément de ça on peut ramener dans aujourd'hui, puis faire en sorte que, bon, ben, dans mon contexte, dans ce sur quoi j'ai le contrôle, dans ma réalité Mhm. d'aujourd'hui, ce petit geste-là, un peu comme Mike disait tantôt, je peux choisir ça, je peux Mhm. choisir de dire oui à ça ou de dire non à ça ou d'arriver dans cet état-là ou de juste choisir mon mindset d'aujourd'hui. Tu sais, malgré les difficultés, je peux Mhm. choisir de le voir comme, OK, je suis dans une vidéo game, puis tu sais, I'm still alive, puis il y a encore ça que je peux choisir, puis I can still, je peux toujours me Oui. battre avec ce monstre, puis je peux toujours comme continuer d'avancer dans mon jeu, même si je contrôle pas tout, puis je suis dans un moment difficile. Donc, c'était vraiment intéressant de voir comment, en s'élevant puis en prenant de l'altitude sur le concret d'aujourd'hui, les gens Mhm. arrivaient à trouver des petits wow ou des petits éclairs de choses qui pouvaient se transformer quand même pour eux, même s'il y avait encore plein de contraintes puis de choses qui semblaient impossibles à Absolument. solutionner. Et Mais que je voulais d'avoir cette partager. vision, ça donne une direction, on dit en anglais un North Star, une étoile polaire pour que dire, OK, mais je vais m'arranger. Puis c'est déjà, je vais faire un peu de pouce là-dessus. Puis on a un exercice dans la livre qui est, imaginez que vous êtes à votre 100e anniversaire. Mhm. Vous avez 100 ans, vous arrivez à votre 100e anniversaire, puis tous vos amis, votre famille est là, des choses comme ça. Puis un après un, ils se mettent, puis on fait tout un exercice là-dessus. Je vais faire ça tout court. Mais tout le monde donne, puis ils donnent des éloges à toi. Puis ils parlent de ta vie. Qu'est-ce que tu veux qu'ils vont dire? Puis ça peut être super illuminant, puis exactement le même exercice. Cette question, c'est OK, je ne peux pas changer ça aujourd'hui. Parfait. Mais si tu regardes ça pour ta 100e, puis tu regardes en arrière, puis tu regardes par ça, mais qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce qui est important pour toi pour le vrai? Puis des fois, si on fait des exercices, puis j'ai déjà fait ça en formation, il y a des personnes qui tombent en larmes, hein, parce qu'ils réalisent que la réalité qu'ils veulent avoir, la réputation qu'ils aimeraient avoir pour leur vie, la façon dont ils aimeraient vivre, c'est pas, c'est pas consistante avec la façon dont ils font maintenant. Alors, je trouve ça super intéressant. Merci beaucoup de la partager, Marie. Avec plaisir.
Très bon point, Marie-Josée. On a Alexandre. Oui, merci Mike pour le partage. Ça me parle tellement pour vrai là. Vous m'entendez bien, c'est bon? OK, Oui, 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 excellent. merci. Ouais. Moi, je suis le conjoint de Marie et même de Marie. Donc, on a l'occasion de parler énormément de ce sujet-là. Moi, je suis ingénieur de formation, puis j'étais dans un environnement qui était très stressant. Puis, tu sais, on Mhm, parlait tout à l'heure de rentrer, d'avoir un métier puis d'être ultra performant. Puis moi, j'étais dans ce domaine-là, mhm, mais je me suis enligné vers un burn-out parce que justement, je n'aimais pas ce métier-là. Puis je l'ai fait plus par obligation que par envie ou que par mhm. passion. Mais moi, ce qui m'a toujours allumé, c'est aider le monde. Puis j'ai une spécialité assez spéciale, là, c'est que je fais de l'hypnose pour les entrepreneurs. Wow! Ouais, donc Ah, c'est super cool. quand j'accompagne les gens, c'est pas de l'hypnose que je fais, c'est de la déshypnotisation que je fais. Mhm, mhm. C'est-à-dire que Déprogrammation, disons. Oui. c'est ça, la déprogrammation de leur pression, de leurs croyances, de leurs doutes, de leurs limitations. Puis, c'est impressionnant à quel point est-ce que les gens peuvent avoir du pouvoir sur eux-mêmes. Puis, j'ai décidé de coacher les entrepreneurs. Moi, j'appelle ça mes entrepreneurs visionnaires. Donc, c'est en plein dans cette lignée-là pour leur Wow. définir c'est quoi qui les allume vraiment dans leur vie pour créer un North Star, Oui. une étoile du Nord, là, les amener à une direction pour faire en sorte qu'ils soient capables de transcender toutes les limites et puis d'accomplir ce pourquoi est-ce qu'ils sont ici sur Terre. Et Mhm, puis, c'est extrêmement puissant de réaligner vraiment leur vie en fonction de ce qui est important, mais ils n'ont pas le temps, ils sont tellement high achievers, ils veulent tellement accomplir des grandes choses que jamais ils prennent le recul nécessaire pour redéfinir un petit peu leur vie, puis redesigner leur vie à absolument. la façon unique Absolument. à eux, là. Puis je trouve ça vraiment très complémentaire. Donc, j'aimerais ça peut-être même discuter avec vous pourquoi Oui, pas, avec ça pourrait plaisir. être intéressant. Mais j'aimerais ça Avec plaisir. me procurer votre livre. Je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait l'acheter parce que l'intention pour moi, c'est fondamental. C'est ça qui programme notre cerveau pour atteindre une certaine destination. Puis les gens sont tellement comme Oui. pris dans leur dépourvu, mais j'aimerais ça savoir où je peux l'acheter. Oui, mais ça, c'est une réponse que j'ai. C'est super simple. Tu peux l'acheter n'importe où. Alors, OK, c'est déjà vendu, je pense publié tout. même. Oui, oui, c'est déjà publié, même Renaud Bré. Je pense qu'il y a des copies OK, sur Amazon, Indigo, comme vous voulez. Je vous parfait. suggère, si vous êtes près de Québec, je pense la Maison Anglaise, qui est une librairie indépendante à Québec. Excellent. Moi, j'aime ça supporter les librairies un peu plus petites, mais honnêtement, n'importe où. OK. Puis c'est disponible aussi sur Kindle, c'est la OK. version Amazon, là? électronique. Ouais, ouais. Oui, C'est bon. exactement. Parfait. Mais aussi sur Kobo. Puis la version Audible va sortir en avril, je pense, ils ont dit. Excellent. Mais, Excellent. mais oui. Et Mais, vous... mais Alexandre. j'aime tellement cette chose de déprogrammer, puis je pense que c'est exactement ce que le livre est axé là-dessus, cette question de quelle est la programmation que nous avons, quelles sont les choses que Mhm. nous avons appris, et pas par malveillance de personne. Tu sais, moi, j'ai des enfants, puis je les programme chaque jour, C'est puis c'est ça. drôle parce que je suis super conscient de ce que je fais, mais en même temps, j'essaie de ne pas le faire trop, mais c'est impossible. Tu sais, nous vivons Exact. dans une société, il y a des règles, puis il y a des façons de faire, puis des choses comme ça. Alors, anyway, je pense que Mhm. c'est incroyable le travail que vous faites. C'est excellent. Merci beaucoup. Mhm. Bah, avec grand plaisir. Puis vous aidez beaucoup de monde, et puis bah, nous, comment est-ce qu'on peut vous aider? C'est une bonne question. Euh, Honnêtement, là, je pense que la chose la plus importante pour moi, ce serait juste que vous continuez à aider les autres. Tu sais, j'ai pas besoin de rien. Honnêtement, dans ma vie, j'ai pas, j'ai, j'ai continué à demander des bonnes questions. Puis cette interaction, c'est super aidant pour moi, c'est énergisant pour moi aussi. Alors merci Mhm. beaucoup pour être Merci, présent Mike. aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Mike. On a Jean-Guy et Nathalie. Peut-être qu'on va, Jean-Guy, on va te laisser. Donc, Jean-Guy était un directeur justement d'hôpital et on s'est connus. Il était à Fermont et c'était un des premiers qui nous invitait à faire une étude sur l'hôpital de Fermont parce qu'il se disait, moi, le monde, ils veulent m'enlever des infirmières la nuit. Je veux savoir, y a-t-il un minimum là, de personnes que ça prend
dans un hôpital, entre autres, et on a commencé à travailler avec Jean-Guy. Et c'est ça qui a lancé un projet Urgence Rurale 360. Donc, on a piloté, entre autres, à Fermont, la première place. Grâce à Jean-Guy, siège sur mon comité de chaire et participe au Living Lab. Donc, allô Jean-Guy, bien heureux que tu sois là. Bonjour. Bon, là, j'ai quelque chose que je de préciser ce que je ressens. Parce que vraiment, il y a quelque chose de profond qui me, qui me préoccupe. C'est que, bon, moi, ça fait ça fait 2 ans que j'entends parler Living Lab, de Design Thinking. Puis j'ai entendu M. Mike Ross quelques fois. Et là, je suis investi sur des conseils d'administration qui sont extrêmement formatés et conservateurs. Et là, je suis en train de me dire, est-ce que des organisations qui ne pourront pas passer à travers le temps et utiliser des méthodes et des façons de travailler comme peut le faire M. Mike chez Simons, par exemple? Est-ce que les structures qu'on connaît actuellement qui sont... Prenons juste les conventions collectives. Moi, les premières conventions collectives là, que je les ai vues autour de 73-74, puis ça a épaissi, mais le fondement est le même. Il n'y a rien de changé. Il n'y a pas grand-chose de changé. Prenons juste ce qu'on pourrait appeler conventions collectives des médecins. Ça n'a pratiquement pas changé. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui n'ont pas changé. J'ai même, après 20 ans, j'avais été 20 ans plus tard, j'ai été à Fermont parce que j'avais commencé ma carrière là. 20 ans plus tard, ce que je vois, c'est que il y a des politiques comme moi, j'ai signé qui s'appliquent encore, alors qu'il n'y avait pas de route à l'époque, on avait encore des politiques d'aviation, des choses de même. Est-ce que ces organisations-là, on perd notre temps à aller essayer de les faire vivre? Est-ce qu'il ne faudrait pas créer des entreprises, des organisations, ça peut être des coopératives, des choses de même à côté? Je vais vous dire franchement, là, moi, je commence à penser ça. Moi, j'ai vécu toute ma vie à côté d'un chemin de fer, puis il y a eu les locomotives à vapeur quand j'étais jeune. Puis tous ceux qui travaillaient sur les locomotives à vapeur n'ont jamais été capables de travailler avec les locomotives électriques qu'on a actuellement. Fait que là, je veux savoir ce que vous en pensez, monsieur Roche. C'est une grande question, Jean-Guy, hein? Fait que, non, je sais, mais ça peut être un autre thème, là. Non, mais c'est très important. Je juste Non, me sur ce absolument. que tu dis. Parce que, tu sais, dans le fond, tu as des CA, Jean-Guy siège sur des CA, tu sais, des grandes organisations, mettons, dans le domaine de la santé, tu sais, bien dur à faire bouger. Des universités, vraiment bien dur à faire bouger. L'université, c'est épouvantable. L'université, je pense, c'est les plus difficiles, puis c'est étonnant, là. C'est vraiment étonnant. Alors, Mike, as-tu de l'espoir là-dedans? Parce que définitivement, moi, quand j'ai entendu Peter Simons parler de toi, d'abord, il t'a recruté, tu n'étais pas un... Tu sais, je veux dire, tu m'as dit, tu n'étais pas un expert de ressources humaines spécifiquement. Il t'a recruté dans ce poste important-là. Et à ton lancement de livre, il était ému quand il a parlé de toi, de tout ce que tu as fait. Donc, ça prend du monde comme lui. Donc, il était super généreux, oui. Regarde, moi, je suis optimiste de nature. Je suis optimiste sur les humains. Je suis optimiste sur les choses. Puis, oui, je suis optimiste. Est-ce que dans certains cas, ça va être nécessaire de changer les structures de comment est-ce qu'on fait des choses? Absolument. Est-ce que dans certains cas, ça va être nécessaire que des générations qui ont appris de faire ça d'une façon, puis ils ont décidé, OK, je ne veux pas apprendre de nouvelles façons de faire. Alors, à un moment, est-ce qu'il faut changer ces personnes-là? Oui, peut-être. Mais je vais reprendre le point que Marie-Josée a levé avant. Je ne suis pas certain. Mais je doute que si vous prenez les gros parties prenantes, des syndicats, des gestionnaires, des choses comme ça, puis vous les demandez, OK, projetez 50 ans dans le futur, 20 ans dans le futur. Qu'est-ce que vous voulez voir? Je doute que ça ne serait pas si différent
Tu sais, c'est comme tout ce processus de négociation. Ah, on aimerait ça que ça soit beaucoup plus simple. Mais je suis certain que les deux côtés aimeraient ça que ça soit beaucoup plus simple. Je suis certain que, tu sais, alors, la réalité, c'est que nous concrétisons dans une façon de voir quelque chose, nous concrétisons dans une façon de faire quelque chose, puis nous avons la peur de perdre quelque chose si on change. Et il y a toute une science de gestion de changement. Moi, je suis loin d'être un expert là-dedans, mais toute une science là-dedans sur comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les personnes seront ouvertes à le changement, est-ce qu'ils seront prêts à changer les façons dont ils font des choses. Et oui, absolument, des personnes qui vont pas nécessairement changer, et peut-être des fois, il faut changer ces personnes-là d'un rôle à un autre, quoi que ce soit. Il faut l'admettre. Mais moi, je suis optimiste. Je suis optimiste que d'une façon ou d'une autre, la situation va changer. Et comme ton exemple, Jean-Guy, je pense que c'est excellent. Je suis certain qu'il y avait des personnes dans le monde de chemin d'affaires. Moi, je sais qu'il y a une statistique que je pense qu'en 1908, quelque chose comme ça, dans New York, il y avait comme 3000, comment est-ce qu'on dit blacksmith en français? Des personnes qui travaillent avec le métal. Le métal, oui. Ferblantier, Non, mais les personnes qui faisaient les souliers pour les chevaux. Ah, les Maréchal forgerons. Ferrand. Les Maréchal forgerons. Ferrand. Oui, aussi, Forgeron. oui. forgeron. Il y avait quelque chose comme 3000 forgerons dans New York. OK? 1911, il y avait comme 3. Pourquoi? Parce que la technologie de l'automobile est venue, puis oublie les chevaux, puis il n'y avait pas de travail pour. Mais je suis certain que avant ce changement-là, tu demandais aux forgerons, OK, mais est-ce que quelque chose de nouveau va se passer? Ils vont dire non, non, impossible, ça ne va jamais se changer. Puis ils étaient toujours. Edison, il a dit un jour, si on avait laissé les personnes, si on n'avait pas l'innovation, on faisait toujours des plus grands chandelles. Oui. Alors, est-ce que ça va changer? Absolument. Est-ce que moi, j'ai une idée comment ça va changer? J'ai aucune idée. Mais ce que j'ai, c'est pas moi qui l'ai, c'est vous autres, vous l'avez aussi, mais on a un processus, on a une façon de faire pour trouver les nouvelles solutions. Et pour moi, ça, c'est la beauté de design thinking. Et je pense que la possibilité qui existe, c'est d'aller voir ces parties prenantes puis dire, pourquoi est-ce que ça, c'est important pour vous? Pourquoi que vous maintenez, oh, mais si on changeait le contrat, mais eux, ils vont nous avoir parce qu'ils vont faire de, OK, parfait, mais pour vous, qu'est-ce qui est important? Puis pourquoi c'est. Et si on fait ce questionnement, si on creuse assez profondément, je pense que c'est de là les sémences, les commencements de nouvelles façons de faire vont croître. Merci. Je suis optimiste. Merci beaucoup, Mike. Peut-être dernière question, Nathalie, puis après ça, on va juste faire le tour un petit rapide dans un petit truc interactif. Nathalie? Oui, je vais faire ça court. C'est juste revenir sur l'inquiétude que Mike, vous avez soulevée par rapport à nos enfants, entre autres, d'essayer de ne pas trop leur donner des carcans, finalement, de les laisser dans quelque chose qui est déjà comme préconstruit pour eux. Puis je vous dirais, bon, moi, les miens, mes enfants sont quand même des grands enfants adultes là, qui approchent la trentaine, mais quand même, moi, ça fait longtemps, quand ils étaient jeunes, je leur disais tout le temps, prenez les chemins que vous voulez, mais donnez-moi le sentiment que vous choisissez le plus possible. Madame Nathalie, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ah, je suis avec le Living Lab depuis quelques mois avec Richard, avec l'équipe, mais je suis je suis infirmière de profession puis une ancienne gestionnaire du réseau. J'ai pris ma retraite l'année passée, mais j'ai encore l'intention de continuer parce que je trouve ça intéressant. Super, félicitations. Et mes filles, je leur disais tout le temps, essayez de vous donner le moyen de choisir. Si en bout de course, vous finissez caissière dans une épicerie, que c'était votre choix de vie, mais que ce n'est pas par dépit, parce que vous voulez faire ça, ben moi, je vais être contente. Puis choisissez d'être heureuse. Oui. Encore aujourd'hui, j'en ai une qui va être infirmière, qui a suivi un petit peu plus mon parcours. J'en ai 2 autres qui ont complètement des parcours différents. Mais je leur dis tout le temps, faites en sorte d'être heureuse. Montrez-moi que vous êtes heureuse. Et pour moi, je pense que je suis comme vous, une éternelle optimiste, mais en même temps, j'y crois ça. Je crois en l'humain, je crois au fait que le changement est important, mais des fois, il y a des bonnes recettes qui continuent d'être importantes de maintenir parce qu'elles fonctionnent bien. C'est d'être capable de dire, ben, ce qui devrait être changé, est amélioré, il faut le revisiter puis trouver des nouvelles façons, mais des bonnes recettes, je pense quand même qu'il faut encore les garder.
les améliorer un peu, mais il faut quand même aller dans nos vieilles recettes de temps en temps. Absolument, absolument. Puis je pense que ça, c'est super inspirant, cette idée de juste dire à vos enfants, faites vos choix. Et pour moi, peut-être, mais pour moi, je crois là-dedans que comment être heureux, c'est de choisir. Tu sais, c'est pas de choisir d'être heureux, mais c'est choisir, ça donne le bonheur. Parce que là, on sent que nous sommes le caractère principal dans notre film. Nous sommes le caractère principal dans notre jeu vidéo. Et puis avec ça, ça nous donne le sentiment qu'on peut contrôler quelque chose dans notre vie. Je pense que comme humain, une des choses qu'on aime le moins ou qu'on évite le plus, c'est cette idée d'être contrôlé par quelqu'un d'autre. De ne pas être libre. Tu sais, l'humain veut être libre d'une façon. Mais en même temps, nous donnons tout ce contrôle aux personnes autour de nous. C'est un peu, pour moi, c'est un peu contradictoire, mais j'aime ça tellement ce que vous faites avec vos enfants. J'essaie de faire le même avec les miens. Tu sais, des fois, ce qu'ils veulent choisir, c'est de regarder des jeux vidéo pendant 24 heures. Alors, j'ai dit, OK, mais là, tu sais, il y a une limite à tes choix. Exactement, mais on le découvre après aussi. C'est que sur le coup, on n'est pas tout le temps certain. L'incertitude par rapport à notre éducation, à l'éducation qu'on donne à nos enfants. C'est sûr qu'on l'a pas tout le temps, là, mais c'est après coup. On joue avec la différence entre la liberté et la responsabilité. Oui. Mike, on a déjà dépassé ton temps. Ah oui, OK, pardon. J'ai juste vérifié si c'est correct, si tu as un autre 5 minutes. Oui, absolument, absolument. Comme vous pouvez voir, la nuit est tombée ici au Brésil, mais je continue. OK. Nathalie, merci beaucoup. Jenny, on va faire notre activité d'un peu de clôture. Alors, Jenny va nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait. Oui, ben c'est tout simple. Dans le fond, à la fin de chacun de nos grands entretiens, chaque personne, à tour de rôle, on nomme qu'est-ce qu'on a retenu, puis avec quelle émotion on repart aujourd'hui. Donc, je vais faire un premier exemple. Ça m'inspire beaucoup. Je suis une personne qui se questionne beaucoup sur ces questions-là. Fait que je repars en questionnement, mais très inspirée. Puis ben, ce que je retiens, puis je pense que tu l'as martelé, c'est qu'il faut être le caractère principal de sa vie, puis ça passe par le choix. Fait que c'est bien intégré. Je passe à tiens, Marie-Josée, pour qu'est-ce que tu as retenu, puis avec quelle émotion tu pars? Ben, merci pour la passe. J'aurais dit la même chose, moi, l'idée du choix, de choisir, être le personnage principal de ma vie. Puis j'ai le goût aussi de rajouter, je l'ai mis dans le chat, mais je suis pas sûre que c'est Monsieur Trott, Jean-Paul. Sur votre question, j'ai envie de rajouter démarrer des essais en parallèle ou faire des tests en parallèle au lieu d'essayer de changer la grosse affaire. C'est l'affaire que j'aurais eu le goût de dire. Oui. Et puis, ben merci. Je repars vraiment inspirée. Là. J'ai le goût d'aller écrire plein de choses qui m'ont passé par la tête là, pendant qu'on vous écoutait. Donc, merci beaucoup. Et tu passes la POC à qui, Marie-Josée? Je vais passer la POC à Jean-Luc, tiens, qu'on n'a pas entendu encore. Ben, écoute, rebonjour tout le monde. Toujours un plaisir. Je suis dans ma chambre d'hôtel avant de partir pour Vancouver. Puis j'ai dit, je vais avoir le plaisir de passer un dernier moment avec le Living Lab. Moi, ce que je retiens, c'est toujours, je reviens moi aussi au choix. Mais j'aimerais laisser les gens sur une nuance qui vient de mon éducation, ici d'un texte d'un philosophe qui s'appelle Marc Buber, qui parlait du l'être et du paraître. Et ce que j'ai noté dans toute ma vie, c'est que ceux qui faisaient des choix sur le paraître, ils vivaient toujours une vie très, très difficile. Et ceux qui faisaient des choix sur l'être qu'ils étaient vraiment, étaient des gens plus heureux. Et j'ai dû vivre ça avec mes enfants, où est-ce que ça se voyait que les choix d'une dans la famille était toujours en fonction de ce que le monde pensait d'elle. Mm-hmm. Et je crois que lorsqu'on éduque nos enfants, oui, le mot choix est important, mais s'il est basé sur vraiment qui nous sommes,
comme dirait le premier ministre Bouchard dans une entrevue que j'avais faite avec lui, tu peux le faire bien et tu peux le faire très longtemps. Si tu fais un choix de ce que tu veux faire, sur comment tu peux impressionner les autres, comment est-ce que tu peux attirer l'amour des autres, ça ne peut pas être assis sur un fondement solide. Merci beaucoup, Jean. Est-ce que tu penses à la POC à qui? Peut-être non, c'est juste Jean-Guy? un commentaire vite que je vais refaire, ce ne sera pas long. Parce que, ben, je vais le dire. C'est tout simplement, c'est que moi, je viens d'une autre génération que vous autres. Je suis pas mal plus vieux que vous autres. Puis quand je disais dans ma vie que je veux être. Quand on m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard, puis les frères demandaient ça, moi, je disais, je veux être heureux. Et ça, c'est comme si je disais, je veux être rien. Ça se disait pas. Puis j'avais la tendance à dire, je suis heureux, je disais ça à ma mère. Puis là, je me rappelle, mes tantes me disaient, dis pas ça, ça porte malheur. Alors, le malheur, le bonheur, ça ne pouvait pas être un but dans la vie. Puis ça ne va pas si longtemps que ça. Puis on traîne ça encore. Puis on traîne ça beaucoup. Être heureux, là, c'est comme pas significatif ou bien du monde, ça veut dire, souvent on confondait être heureux ou bien heureux. C'est pas que c'est tellement important parce qu'on traîne encore ça. Merci. Merci, Jean-Guy. Jean-Paul, comment tu te sens de ça? Jean-Paul qui a déjà été d'ailleurs interviewé au Living Lab, donc on a une entrevue sur Jean-Paul, ce pionnier de la télémédecine, dossier électronique, vraiment un pionnier dans le système de santé. Jean-Paul, médecin de santé publique, santé communautaire, comment tu te sens maintenant et c'est quoi ton émotion et qu'est-ce que tu as connu de ça? D'abord, je veux remercier Mike. J'avoue que c'est toujours d'une richesse inouïe quand on l'entend. Personnellement, aujourd'hui, d'entendre ça me marque beaucoup parce que je suis dans une période où moi-même, j'ai de plus en plus de difficultés à choisir. Les choix sont en fonction de notre environnement, de notre contexte, de ce qui se passe, de ce qu'on vit. Et à quelque part, là, je ne sais plus où on s'en va collectivement. Je ne sais plus où moi je m'en vais là-dedans, surtout que bon, là, je commence à être moins jeune un peu. Et je suis dans une phase de transition où on se dit je lâche tout, ou bien si j'essaie de donner encore un coup de main. Puis l'élément que tu amènes de choisir est central. Et là, je fais un lien entre choisir comme personne, mais choisir aussi collectivement. À mon avis, les pistes de solutions doivent être collectives. Et là, à quelque part, tu dis, OK, donc, quand on parle de choisir pour s'engager, pour des engagements, je me dis, faut qu'on réfléchisse sur des engagements collectifs. Ça veut dire les gens qui sont autour, les gens avec qui on travaille. J'appréciais beaucoup Mme Lenoir quand elle parlait de l'ensemble de son collectif. Donc, à quelque part, la notion de comment ça peut se passer dans un univers où on a une réforme qui me préoccupe, qui m'inquiète énormément, et où je vois de moins en moins d'ouverture pour moi, l'innovation doit se faire localement, sur le terrain, par des engagements collectifs d'un ensemble de gens, puis qui, à quelque part, puis là, j'ai de la misère à le trouver, j'ai de la misère à trouver mes assises autour de ça, puis j'ai en bonne partie l'impression qu'il y a une partie du problème qui n'a pas vraiment été mise sur la table. Là, j'en parlerai pas dans les détails, là, mais tu sais, quand je regarde le projet de loi ou la loi, quand je regarde ce qui s'est négocié, ce qui se négocie, là, je me dis, il y a des tonnes d'affaires qui influencent de façon majoritaire ce qui se passe sur le terrain, puis on n'en parle plus. Alors là, je me dis, là, j'ai pas. En tout cas, donc, comme tu vois, là il faut que je m'arrête parce que je sais que Rick va m'arrêter parce que je suis un verbomoteur. Mais à quelque part, comme tu vois, là, si tu me demandais ça te fait quoi ce que tu as dit, ben ça fait ça. Merci beaucoup. Ah, une petite question niaiseuse. Ton livre, là, as-tu l'intention qu'il apparaisse en français ces jours? C'est pas tu sais, c'est intéressant. Lire l'anglais, mais je m'en rappelle plus facilement quand j'ai mes points de Non, c'est intéressant parce que nous poussons nos éditeurs à faire une traduction en français aussitôt possible. C'est à eux, vraiment, c'est un peu hors de nos mains. C'est eux qui décident, mais s'ils voient qu'il y a un engouement, s'ils voient qu'il y a un marché pour ça, ils vont certainement le faire. Moi, j'espère qu'ils vont le faire bientôt. Puis je veux dire qu'on n'a pas touché là-dessus, mais dans le livre, on parle beaucoup de cette question
parce que le livre est conçu pour l'individu, où on a focusé cette conversation aujourd'hui, mais aussi le gestionnaire ou le membre de l'équipe. Alors, on fait le parallèle, puis on parle beaucoup de cette question de comment est-ce que moi, comme personne indépendante qui veut faire mes choix, peux participer avec un autre groupe de personnes et former ce qu'on dit en anglais un pool of wills, un collectif de volonté. Et s'arranger, puis comment est-ce que moi, comme gestionnaire, je peux faire en sorte que les personnes avec lesquelles je travaille vont être mobilisées vers une destination que peut-être c'est plus important pour moi que pour eux. Et comment est-ce que je fais tout ça? Alors, super bon point. Je n'ai pas d'opinion sur les lois, mais super bon point et merci pour votre intervention. Et Jean-Paul, c'est toujours intéressant de voir Jean-Paul. Il fait que juste dire aussi, Jean-Paul, nous, on t'aime, puis on veut on veut que tu gardes espoir, OK? Parce que si toi, tu es découragé, il y en a pas mal qui vont être découragés, mais ça témoigne de toute ta vision aussi, puis on doit savoir où est-ce qu'on s'en va en voyant des gens comme toi, puis Jean-Guy. Le Living Lab est pour moi une source d'espoir énorme. C'est pour ça que j'apparais, même si... Jean-Paul, on se verra au centre d'accueil, là. Ah oui, Jean-Guy, en effet. On a le même âge. Peut-être que, tu sais, par souci du temps, tu sais, juste très rapidement, mais peut-être que je donnerais je passerai la POC à Monique. Donc, Monique, si une chose, vous êtes habitué, on fait ça dans le Living Lab avec MRC et Granit. Une chose que vous avez retenue, puis comment vous vous sentez maintenant après avoir entendu, et aussi voir en l'enregistrement de ce podcast tous ces gens intéressants à l'écran. Alors, comment je me sens d'abord? Je me sens sereine parce que vous m'avez convaincue, même si je l'étais déjà un petit peu, que les choix que j'ai faits dans ma vie, je les ai faits pour moi. Et moi, je suis l'exemple parfait de la personne qui a été formatée par l'université pour être la femme carriériste qui démontre au monde entier que la femme peut être supérieure à l'homme. Ça, c'est ma première partie de vie. Et puis, à 45 ans, j'ai changé de vie. J'ai décidé de changer de vie. Et aujourd'hui, je vis avec des moyens beaucoup plus simples, mais je suis beaucoup plus heureuse parce que j'ai fait des choix pour moi. Donc, moi, vous entendre, c'est un régal, parce que ça me convainc que ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai bien fait. Donc... Félicitations! Et d'ailleurs, Monique, on aura un grand entretien avec vous, Monique. On a déjà commencé à tâter le terrain, là, mais vous seriez la première préfet de l'histoire du Living Lab à être interviewée. Et comme vous avez pris le leadership de votre cohorte. Et d'ailleurs, plusieurs personnes, dont Martine, entre autres, avaient mentionné que vous aviez été une mentor, une personne très inspirante pour eux. Merci, Richard, mais on en quand vous n'étiez reparlera. pas là. On en reparlera. OK. Bon, est-ce que Martine, qu'est-ce que vous avez retenu? Comment vous vous sentez? Moi, je veux dire, j'apprécie beaucoup la rencontre. Je suis le mot, c'est je suis très reconnaissante. Mes choix, je veux dire, j'ai toujours fait mes choix, j'ai toujours assumé les choix que j'ai faits. Puis je veux dire, c'était peut-être difficile parce que je venais d'une famille où on n'avait pas le choix. On devait prendre la même ligne de conduite. Et aujourd'hui, de rentrer dans le Living Lab, ça a été pour moi un choix difficile parce que je trouvais que j'avais peut-être d'autres dossiers à traiter. Mais on m'a demandé, puis j'ai accepté et je ne le regrette pas. Et encore aujourd'hui, d'avoir M. Ross qui nous a expliqué un peu son chemin, sa philosophie, pour moi, je suis reconnaissante. Et M. Ross, vous avez mis un mot, des phrases sur mes choix. Ça fait qu'on finit pas par définir, mais aujourd'hui, vous les avez définis. Merci. Merci à vous. Merci. Pensez à ça, Mike, hein, des maires et des maires, des mairesses d'une région qui veulent changer le système de santé, améliorer le système de santé. Mais certainement, ça donne le goût de juste ça, visiter c'est le déjà livre. spectaculaire. Alors, c'est l'MRC, alors c'est... Tu vois déjà le discours de ces personnes-là. Merci beaucoup, Martine. Jade, en terminant,
Qu'est-ce que tu es habitué, Jade, aussi? Ça fait déjà quelques cours. Je pense que c'était l'année passée. Alors, Jade, étudiante en droit spatial à l'Université McGill. Bibliothèque, je ne vais pas parler très fort. Je vais y aller rapidement. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, c'est super. Je suis très reconnaissante pour ce partage. Je trouve que c'est vraiment comme super. Ça clarifie énormément, surtout que moi, je suis en début de processus de carrière. Donc, la notion de choix et aussi le paraître. Je pense que c'est M. Jean-Luc, que je ne vois plus, mais qui parlait de ça. Et je trouve qu'il est vraiment. Ça venait de compléter parfaitement ce que vous disiez personnellement. Parce que c'est vraiment faire le bon choix qui te correspond et qui ne correspond pas nécessairement au désir des autres. Puis c'est difficile à faire. C'est difficile de savoir ce qu'on veut vraiment et de les partager. Mais c'est vraiment, vraiment très enrichissant. Donc, cette rencontre. Merci beaucoup. Je suis vraiment reconnaissante. C'est mon sentiment. Merci. Merci, Jeanne. Enfin, Mike, Jenny, qu'est-ce qu'on fait avec Mike en terminant? On demande la même chose à Mike. Comment tu t'es senti à faire cette entrevue-là aujourd'hui, puis avec quoi tu repars? Mais regarde, c'était un énorme plaisir, mais c'est toujours un plaisir de partager avec vous, de toute l'équipe de Living Lab. Je parle avec, mais toujours le doute que j'ai parlé trop. Je pense que ça, c'est une des faiblesses de mes faiblesses. Je parle avec un sentiment je suis super heureux. Comme j'ai dit, c'est que si j'ai eu la chance d'être au service de vous autres pour un moment aujourd'hui, c'est ça qui me rend heureux. Alors, je vous remercie de me donner la chance de parler avec vous tous aujourd'hui. Puis, j'ouvre la porte. Si jamais je peux être de l'aide à n'importe qui, dans n'importe quel moment, n'hésitez pas. C'est quelque chose qui me rend heureux. Alors, demander de l'aide de moi, c'est pas « Ah, ça va être difficile pour… » Non, mais c'est une conversation. J'ai des limites à l'aide que je peux donner. J'ai pas les compétences de Rick ou les autres médecins qui sont là. Alors, mais s'il y a quelque chose avec lequel je peux vous aider, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter. Je suis assez facile à trouver tout sur les médias sociaux et tout ça. Aujourd'hui, on a reçu Mike Ross, qui est dans la direction des ressources humaines chez la maison Simons depuis le Brésil aujourd'hui, où il est en congé de travail un peu à distance, en réflexion, et qui vient de lancer un livre, Intentions, The Psychology of High-Performing Individuals. High performers. Surprising Psychology of High Performers. Surprising Psychology of High Performance. On vous encourage d'aller, d'acheter ce livre et d'en parler. Mike, merci beaucoup pour ta générosité encore une fois. Merci à vous tous. Tu es vraiment une personne qui a marqué ma vie profondément et la vie maintenant, je pense, de beaucoup de personnes. Merci infiniment. Merci à tout le monde. Merci d'être là. Bon vendredi, bon week-end tout le monde. Ouais.